Bonjour et bienvenue sur la chaîne Les Nouvelles de Hugo. Aujourd'hui, je vous propose de retrouver la chanteuse Barbara dans la nouvelle qui s'intitule Les enfants de Göttingen. Un texte écrit par Hugo Bartoli, lu par Laurence. Si l'univers de Hugo vous interpelle, si vous souhaitez poursuivre l'aventure à ses côtés, nous vous invitons à guetter les nouvelles histoires que nous ne manquerons pas de poster durant les semaines à venir. Un pouce levé, un abonnement sont autant d'encouragements de votre part et nous vous en remercions par avance. Barbara s'est peu confiée sur ses origines. Et jamais n'a mis en avant son passé de petite fille juive menacée par les nazis. Elle qui se nourrissait de ses expériences personnelles pour écrire, l'adepte du jeu, pour mieux parler des autres et d'un vécu commun dans lequel des millions de ses admirateurs ont éprouvé le vertige de leurs blessures, n'en a pas non plus utilisé les ressorts. Son champ lexical parle de départ, de retrouvailles, de l'attente, de retour avorté, d'attente vaine, de la couleur noire, de ses défunts, de filles de joie, des peaux qui se frôlent et s'abandonnent, des odeurs de l'automne, des drames voilés sur lesquels elle ne peut se résoudre à poser des mots explicites. Mais les rafles, la traque, ce jeu de cache-cache avec la mort, elle n'en a pas parlé. Tout juste a-t-elle parlé de son enfance en évoquant le souvenir de sa mère, une fratrie, un coteau, l'écorce de l'arbre, l'innocence, l'odeur des murs écrasés sans pathos. Et bien entendu, la figure paternelle, dont elle attendra presque que la mort ne la rattrape pour raconter la vérité du lien monstrueux qui les liait et les séparait tout à la fois. À Jacques Chancel, elle prévient qu'elle ne répondra à aucune question de cette enfance devant son micro. En privé, elle accepte d'évoquer la guerre, ses traumas, les trahisons de ceux qu'elle a connus et qui ont dénoncé. Son assistante, Marie Chay, en parle avec lucidité. Elle avait sa propre religion. Jamais elle ne disait « je suis juive »,« on nous a persécutés »,« on a changé de maison quand j'étais petite ». Ça n'est jamais évoqué. Je trouve ça formidable. Parce que justement, elle n'avait pas besoin de béquilles. Ce qui ne veut pas dire qu'elle ne ressentait pas les choses, mais elle n'en faisait pas étalage. Ce qui est un peu péjoratif de dire ça, parce que je ne veux pas dire que quiconque qui en parle en face fait étalage, mais elle n'en avait pas besoin. C'était une femme qui aurait pu être catholique, protestante, juive. Elle n'a jamais ressenti le besoin de s'exprimer sur la religion. Ce n'était pas une revendication. À l'exception près d'un tour de chant qui l'amène à Châteauroux dans le Berry en 1973, pendant les répétitions d'humeur primo-sautière, son visage mangé d'immenses lunettes, elle entame même un tube de Stone et Chardin, La Ventura. Gérard Vergès, qui s'est fait silencieux et presque invisible, filme son quotidien en tournée, s'attarde longuement sur l'artiste occupé à tricoter des écharpes interminables sur le siège passager de sa voiture le long des paysages de France. Sur scène, elle s'approche du piano, s'installe près d'un gros monsieur au teint Rubicon gêné et un bras moqueur, nullement impressionné de se retrouver aux côtés d'une grande dame de la chanson. Barbara, taquine, presque provocante, entame un dialogue avec lui, parle du piano à accorder. « Bah, je viens de l'accorder ce matin, hein. Si la type a bougé ?»« Ah, 442, c'est toujours très compliqué, hein, pour vous. »« Ça fait un peu haut, ma foi. Mais enfin, le changement de température tire les cordes. S'il était toujours ici, ça irait, mais des fois, elle est dans les coulisses, des fois, elle est chez moi. Ah, ce piano est à vous. Il est bien, d'ailleurs. Il envoie des durs. C'est pas un piano de concert. Gardez-le. Un Gaveau, c'est très rare. Oui, surtout qu'il ait une bonne table d'harmonie. Je ne veux pas vous empêcher de travailler, on ne vous dérange pas à faire du bruit comme ça. Non, regardez donc les aigus si c'est... » Barbara s'exécute, pianote la petite cantate. Il est très bien. L'équipe suggère de déplacer le piano au centre. Barbara renacle. Ah bon? Je n'aime pas. Je veux encore avoir l'air d'une secrétaire derrière son bureau. C'est bizarre cette situation. Poussez-moi la queue, comme ça. Hein. Subitement, Barbara change de sujet, s'adresse de nouveau au monsieur. « Et Préau? C'est loin d'ici, Préau ?»« Bah non, pas trop. Parce que pendant la guerre, j'étais cachée à Préau, voyez-vous. Je connaissais Buzancais aussi. C'est loin, Buzancais ?»« Buzancais, 25 d'ici. »« Oui, le château de Bois-Renaud, des amis à moi. »« Ben dame, Madame du Bois-Renaud. Justement, je dois y monter le piano. » Vous leur direz bien des choses de ma part, Sylvie et Yves du Bois-Renaud. Oui, d'accord. Ah, vraiment? Vous connaissez la famille du Bois-Renaud? Dites donc, vous avez un tas de relations, vous.
Vous ne vous souvenez pas d'un train qui a été attaqué dans la plaine de Châtillon? Est-ce que vous vous souvenez de ça? Vous n'étiez pas né? Bien entendu, Barbara le taquine. Il est évident que l'homme est plus âgé que son interlocutrice. Moi, j'étais dans ce train, moi. Non, mais c'est vrai ce que je vous dis, monsieur. Je ne plaisante pas. Je connais très bien votre région. La petite fille qui était dans le wagon qui n'a pas été tuée, c'était moi. Je ne suis presque jamais revenue ici. Et puis ce soir, je suis là. Qui aurait dit que 40 ans plus tard, enfin, pas tout à fait 40. Barbara, de son vrai nom Monique Serre, née le 9 juin 1930 au Batignolles, au 6 rue Brochant dans le 17e arrondissement de Paris. Le père, Jacques, un Alsacien, travaille dans le commerce de la fourrure. La mère, Esther Brodsky, d'origine moldave, est fonctionnaire à la préfecture. Son frère Jean est né 2 ans plus tôt. Sa grand-mère maternelle, d'origine ukrainienne, Ava Pustilnikov, qui réside rue Marcadet, est particulièrement proche de sa petite-fille qu'elle abreuve de chants de tziganes et cosaques. Moïse, son époux, s'est éteint quand Barbara avait 3 ans. Jacques ne tient pas en place, c'est un joueur invétéré de poker, alcoolique de surcroît, qui revient certains jours les bras chargés de cadeaux, d'autres jours les poches vides. En 1937, la famille vit à Marseille, où leurs dettes ne cessent d'enfler dangereusement, les contraignant à s'enfuir à la sauvette. À Roanne, les huissiers saisissent leurs biens, hormis leur literie et une table. Une période difficile qui voit naître la petite Régine durant l'été 1938. Barbara, honteuse, est envoyée chez les commerçants qui vendaient de la nourriture dont ses parents ne s'équêteront jamais de l'ardoise. La famille s'installe au Vésinet au moment où la guerre éclate. Jacques est mobilisé. Leur tante paternelle, Jeanne Spire, ancienne mannequin haute couture de Paul Poiret et veuve d'un médecin militaire, fière allure et moyens financiers conséquents, accepte de s'occuper de Barbara et de son frère, avec lesquels elle décide de partir pour Poitiers, chez un médecin de ses relations, pendant que sa belle-sœur trouve un emploi à la préfecture de Blois, en gardant la petite Régine à ses côtés. Semblable à des centaines de milliers de Français, l'exode des membres de la famille commence. Sans cacher son admiration pour son neveu, futur médecin comme feu son époux, au détriment de sa nièce, Jeanne ne rechigne pourtant pas à la gâter. Leur tante est réellement le seul adulte stable de leur entourage qui leur garantit le toit et le couvert. Ce mois de juin 1940, le train n'arrivera jamais à destination. La locomotive réquisitionnée, le train demeure en rase campagne à Châtillon-sur-Indre où il demeurera immobilisé 15 jours. Le 5e jour, des Stukas allemands survolent la voie ferrée, reviennent en rase-motte, bombardent le convoi. 24 heures s'écouleront avant que les blessés ne soient pris en charge par des ambulances dépêchées sur place. Des heures durant, parmi les hurlements, les plaintes, les râles, les lamentations, les pleurs des bébés, les corps étendus éparses, les valises éventrées, les chaussures dépareillées, une poupée cassée, les compartiments tachés de sang, Barbara erre parmi des dizaines de cadavres. Le lendemain matin, tante Jeanne interpelle sa nièce et son neveu, réunit leurs bagages et tous marchent jusqu'au village de Préau, un bourg de 500 âmes environ situé à une dizaine de kilomètres du drame, où tante Jeanne, sa sophistication, sa haute taille et sa personnalité écrasante lui valent très vite le surnom de la colonelle. Sur place, ils trouvent refuge au café épicerie Lanchet, où les propriétaires les logent dans 2 pièces mansardées au-dessus du commerce. Des témoins n'ont jamais oublié la petite réfugiée. Regina, l'une des fillettes du village, prêtait son petit piano à la jeune fille déjà très intéressée par la musique. Jacqueline aussi a partagé de nombreux moments avec Barbara. Elle venait tous les jours jouer à la maison. Elle disait déjà à l'époque qu'elle serait chanteuse. Mais il ne fallait qu'elle en parle devant sa tante, qui ne voulait pas d'une saltimbanque dans la famille, bien qu'au début des années 60, elle se montra très fière de la réussite de sa nièce. Les souvenirs de Jacqueline sont encore très précis. Elle était brune, un peu ronde. Vraiment, elle était sympa. La maison de mes parents était en face de l'hôtel où elle résidait. Je me souviens qu'elle se plantait devant mon père et lui demandait d'aller faire un tour à cheval. Je me souviens aussi que la maîtresse avait choisi 3 élèves pour chanter. Il y avait Barbara, une petite camarade, et moi. On avait la même tessiture de voix à l'époque. Dans la malle d'un grenier,
Barbara déniche de vieux vêtements et accessoires d'un autre âge et déguise sa troupe dociles avec lesquels elle organise de petites scénettes. Jacqueline collectionne les disques et conserve précieusement tous les documents ayant trait à l'ami du temps jadis. Mes parents étaient les premiers à Préau à avoir un poste de télévision. Un soir, Barbara devait chanter. Monsieur et Madame Lanchet sont venus chez nous pour la voir. Mais on ne l'a pas reconnue. Plusieurs de ses copains de l'époque étaient allés la voir sur scène. Et puis, dans une de ses chansons, mon enfance, elle parle du rosier rouge. C'est celui de l'hôtel Lanchet. Je suis sûre que c'est une chanson sur nous. Le maire de la commune, Guy Lévesque, imagine apposer une plaque sur l'ancien hôtel en souvenir de la Dame Brune. On a aussi un bout de rue qui n'a pas de nom à côté de l'église. Pourquoi pas une rue Barbara? Ou bien pour la salle des fêtes? Elle reviendra quelques décennies plus tard avec Gérard Depardieu, pour lui montrer ce café où elle avait goûté une parenthèse de paix dans un monde livré au chaos. Par l'entremise du maire, tante Jeanne retrouve la trace de son frère et de son épouse à Tarbes. Elle reprend la route et réunit enfants et parents avant de s'en retourner à Préau, où elle demeurera jusqu'à la fin de la guerre. Elle ne peut se douter qu'elle vient de livrer l'agneau aux appétits du loup. C'est à Tarbes que la vie de Barbara, qui n'a encore qu'11 ans, bascule une nuit. J'ai de plus en plus peur de mon père. Il le sent, il le sait. J'ai tellement besoin de ma mère, mais comment faire pour lui parler et que lui dire? Que je trouve le comportement de mon père bizarre? Je me tais. L'homme s'approche, son souffle court sans l'alcool. Ses gestes sont flous mais tenaces. La joue d'abord, puis le cou, et tout le reste. Le père incestueux ne s'en tiendra pas à ce viol abominable. Elle ne résiste pas, se tait, sombre, se mure dans un monde clos où nul ne peut l'atteindre. Sa mère feint de ne rien voir. De ce drame, elle confie. Les enfants se taisent parce qu'on refuse de les croire, parce qu'ils ont peur, parce qu'ils se sentent coupables. De ces humiliations infligées à l'enfance, de ces hautes turbulences, de ces descentes au fond du fond, j'ai toujours ressurgi. Sûr, il m'a fallu un sacré goût de vivre, une sacrée envie d'être heureuse, une sacrée volonté d'atteindre le plaisir dans les bras d'un homme pour me sentir un jour purifiée de tout, longtemps après. J'écris cela avec les larmes qui me viennent. C'est quoi ces larmes? Qu'importe, on continue. Adulte, elle ne retournera jamais à Tarbes et refusera toujours de s'y produire. Claude, le dernier-né, a vu le jour à Tarbes, aux 5 rue des Carmes. Un soir, un voisin empressé vient frapper à leur porte. Le danger est imminent. L'armée allemande traque les Juifs de la ville. Maire de Tarbes de 1935 à 1944, Maurice Trélu était le premier maillon d'un réseau de sauvetage depuis l'hôpital mixte pour sauver les personnes pourchassées par les nazis. Son action, en coordination avec Marcel Billière, le directeur de l'hôpital, ainsi que les sœurs Anne-Marie Loblet et Marie-Antoinette Ricard qui y travaillaient, a permis de sauver un bon nombre de Juifs de la déportation. Pour leur sécurité, certains résistants étaient hospitalisés dans le service des contagieux où les Allemands n'osaient guère mettre les pieds. Maurice Trélu fut arrêté par la Gestapo en juillet 1944 et mourut en déportation au camp de concentration de Buchenwald. La famille prend la fuite à Angoulême, où le danger les rattrape. Le petit Claude est placé chez une parente. Régine et Barbara sont cachées dans une ferme de Chasseneuil-sur-Bonnieure, où les gamines apprennent les travaux des champs et la traite des vaches. Leurs parents, eux, sont cachés dans un village voisin où la Gestapo, toute proche, les pousse de nouveau à la fuite. Durant l'été 1943, la famille se retrouve à Grenoble et de là se réfugie à Saint-Marcellin, au pied du plateau du Vercors, à l'Hôtel de France dans la Grande Rue, puis à l'Hôtel Thomé rue Saint-Laurent, avant de louer au 9 rue du Mollard une maison avec jardin. Les sollicitations de son père ont repris. Pour ne pas attirer l'attention, la famille Serre se rend à l'église le dimanche et répond le plus vaguement possible aux questions des habitants du cru. Les valises ne sont jamais défaites, au cas où il leur faudrait fuir en toute urgence. Barbara se promène un dimanche quand, au détour d'un chemin, elle aperçoit un très jeune maquisard tombé aux mains d'un groupe de miliciens qui le passent à tabac et finissent par le fusiller. C'est à Saint-Marcellin que Barbara croise la route d'une gamine, fille d'un riche industriel à laquelle elle n'adressera pas la parole, mais dont elle admire les tenues élégantes. Devenue un auteur célèbre sous le pseudonyme de Françoise Sagan, elle sera aussi, quelques années plus tard, une de ses amies les plus fidèles.
Tous les garçons du village sont amoureux de Barbara, mais on la sent déjà distante, et aucun d'eux n'osera jamais se déclarer. Scolarisée, l'élève ne brille pas par ses résultats scolaires. Elle en gardera toujours un profond complexe, envieuse de ceux qui savent. Elle s'achètera des livres par dizaines, jamais ouverts, ou longtemps après. En 1946, les serfs s'installent aux 50 rue de la Vitruve, dans le 20e arrondissement de Paris. La grand-mère chérie décède cet été-là, alors que la famille est en vacances en Bretagne, à Trégastel. Barbara, prise d'une rage soudaine, lance à ses géniteurs toutes ces vérités qui n'étaient alors que des non-dits. Sa mère, cette fois, ne peut plus nier de ne pas savoir. À la gendarmerie où l'adolescente s'est rendue prestamment, on semble la croire, mais devant ce père contrit, presque penaud, qui bien évidemment nie et traite sa fille d'affabulatrice, les gendarmes sont impuissants. Cette fois pourtant la révolte de sa fille a porté ses fruits, plus jamais il ne la touchera. 3 années passent. Un soir, Jacques n'est pas rentré chez lui, miné par le chômage et les dettes qu'il ne peut plus assumer. Il ne reviendra jamais. Les recherches de ses proches s'avéreront vaines. Avec sa mère, la rupture semble également consommée. Même si elle s'occupera d'elle jusqu'à sa disparition, Barbara cessera de la tutoyer et ne l'appellera plus que Esther ou la Juive. Étrangement, à la mort de sa grand-mère, Barbara ne prononcera plus un seul mot russe et finira par en oublier la langue. Dix ans s'écoulent. Une voix de femme lui donne une adresse, insiste pour qu'elle vienne au plus vite, raccroche sans attendre la réponse. Son amant, Jean Poissonnier, l'accompagne en voiture avec son frère Claude, mais un accident les arrête en chemin, forçant le frère et la sœur à prendre un train pour Nantes. Enfin, la morgue sordide, silencieuse, quand Barbara pensait se rendre à l'hôpital. Chambre C. Une religieuse très froide lui reproche de venir si tard. Une autre lui raconte qu'avant de s'éteindre, le vieil homme lui a confié ses pardons que le secret de la confession l'empêche de révéler. Pour seule richesse, il n'a qu'une montre qu'on refuse de lui remettre. À Saint-Jacques, le père a agonisé des semaines avant de décéder d'une tumeur cérébrospinale. Tout au long de son séjour, il a refusé avec obstination la morphine qui pouvait le soulager, comme s'il voulait expier. On ne lui connaît qu'un seul ami, M. Paul, chez qui Barbara se rend en taxi. Sombré dans la clochardisation, Jacques Serre vivait d'expédients, docker d'un jour, mendiant d'un soir. Dans les cafés, il a continué de jouer au poker. M. Paul lui remet un portefeuille usé, des lunettes au verre rayé. Durant une partie de cartes, une forte douleur au rein l'a cloué sur place. M. Paul l'a hébergé avant de le conduire à l'hôpital. À Paris, Barbara tente de réunir la somme suffisante pour régler ses obsèques. Peine perdue. Avec Claude, elle retourne à Nantes, muette devant la fosse commune du cimetière Miséricorde où le corps disparaît lentement, sous un ciel d'orage. Quelques personnes sont venues lui rendre hommage. Des larmes coulent, pas de fleurs, puis on se sépare, sans mot dire. Que dire? Je m'en veux d'être arrivé trop tard. J'oublie tout le mal qu'il m'a fait, et mon plus grand désespoir sera de ne pas avoir pu dire à ce père que j'ai tant détesté « Je te pardonne, tu peux dormir tranquille ». Je m'en suis sorti puisque je chante. À Nantes, il pleut tout le ciel. Dans la boue du cimetière, je perds mes souliers, je ne sais pas trop comment. Nous sommes le 28 décembre 1959. De la chanson Nantes, je n'ai encore écrit et composé la mélodie que des 4 premières phrases. Il s'écoulera plusieurs années avant que je ne retouche et reprenne cette chanson en 1963, la veille de mon passage au mardi de la chanson au théâtre des Capucines. Longtemps après, l'aigle noir et ses métaphores absconses viendra clore le chapitre de cette épiphanie. À la manière d'un pèlerinage, Barbara est retournée à plusieurs reprises à Préaux sur les traces de son enfance. Sylvie du Manoir était fière de ce que la petite réfugiée de jadis était devenue. C'était en 1957. Son compagnon de l'époque, Jean Poissonnier, qu'on appelait Toto, était un ami de mon mari. Sans le sou, le couple est hébergé par la famille au château de Bois-Renaud à Buzancais. Pendant 6 mois, Toto bricole, travaille un peu pour la maison. Bien mal d'ailleurs. Il était trop occupé à imaginer des chansons pour Barbara. La maman de Toto vivait à côté de Lignières, et il leur arrivait souvent d'aller se promener dans le petit bois pas loin. Le petit bois de Saint-Amand, vous savez? La chanson. Barbara passe ses journées au piano.
Qu'il fasse chaud, qu'il fasse froid, elle allait s'exercer dans une petite pièce. Elle y travaillait sans cesse. C'était quelqu'un de très gai, elle était très simple, sympathique. C'était une amie. On s'est très très bien entendu. Lorsque le succès commencera à pointer, le couple du manoir donnera un ultime coup de pouce à la chanteuse. Il lui offrira son premier costume de scène. C'était une robe noire très simple. On a juste donné un peu d'argent, mais c'était normal, c'était notre amie. Les châtelains seront fiers d'aller l'applaudir. Et quand Barbara reviendra les visiter, elle sera cette fois accompagnée d'un autre homme. Elle était amoureuse. Mais je ne me souviens plus de son nom. C'était vraiment un beau garçon. Cet homme, dont la vieille dame a oublié le nom, s'appelait Hubert Ballet. Certainement l'homme que Barbara va aimer plus que tous les autres, et qui va la révéler charnellement, et dont la séparation lui laissera une fêlure qu'aucun autre homme ne sera en mesure de réparer. Celui dont elle est tombée amoureuse, son seul amour, comme elle le qualifiera quelques mois avant son décès, est un baroudeur et diplomate louche en poste à Abidjan. Don Juan impénitent aux centaines de conquêtes, dont la princesse Margaret et Jacqueline Kennedy, c'est un homme insaisissable qui œuvre au sein des cabinets noirs de la Ve République. En 1942, à l'âge de 14 ans, lors de la cohue de la rafle du Val-d'Hiv, le garçon a sauvé 2 camarades de classe. 4 ans plus tard, il est cité à l'ordre de la Nation pour sa bravoure lors de la libération de Paris. Il fréquente ensuite Charles de Gaulle, président Houphouët-Boigny et Léopold Sédar Senghor. Devient un acteur majeur de la décolonisation de l'Afrique noire et accédera même au titre de directeur général de la maison de disques Barclay, où il signera les grands de son époque comme Léo Ferré, Brel ou Jean Ferrat, pour un salaire 4 fois supérieur à ses émoluments de hauts fonctionnaires. En déplacement à Paris fin 1959, il rencontre et séduit Barbara qui n'a pas encore fêté son 30e anniversaire. Au premier regard, à son entrée au cabaret de l'Écluse, il l'aperçoit. Grande, un long nez, de beaux nichons, un peu maigrichonne et un peu grasse, ça dépend des endroits et de la façon dont on la regarde. Une grande bringue à la belle voix. Par amour, elle quitte sans ménagement Jean Poissonnier, rejoint son nouvel amant en Afrique, mais s'y ennuie vite. Même si elle trouve du travail dans un cabaret de striptease, le refuge, base arrière des mafieux locaux voués aux basses besognes, s'apparente davantage au caboulot de Pigalle qu'à l'ambiance des cafés-concerts de la rive gauche. Mais le propriétaire des lieux, Joatia, respecte Barbara. Quand elle se présente sur scène, il sort un calibre 7,65, le pose en évidence sur son bar et clame bien fort pour que la salle n'en perde pas un mot. Le premier qui ouvre sa gueule pendant qu'elle chante, je lui mets une balle dans la tête. Entre deux parenthèses, entre les danseuses du ventre et les effeuilleuses, Barbara ne trouve pas sa place dans un pays voué au plaisir des expatriés. Ces aristocrates à la gomme en robe de Dior, auxquels elle ne s'est jamais identifiée, et se trouve désarmée devant ce chauffeur et cette armée de domestiques qui devance le moindre de ses désirs, horrifiée à l'idée qu'on porte l'ombrelle qui protégerait sa peau laiteuse d'un soleil de plomb. Quant aux scarabées, insectes et autres scorpions qui se cachent dans tous les recoins de la luxueuse demeure, elle les tient en horreur et passe ses nuits enroulée dans sa moustiquaire. Enfiler un maillot de bain pour plonger dans une piscine lui semble incongru. L'idée même lui semble ridicule. Seuls les paysages et ses soleils rougeoyants trouvent faveur à ses yeux. 3 années de passion, d'aller-retour entre la France et la Côte d'Ivoire, témoin de ses impatiences et de sa jalousie, de son langage fleuri. Tes invités sont de la merde, Hubert, et même pas dans des bas de soie. Mais je reconnais que sur ce point, ils ont l'excuse du climat. Et sache, s'il te plaît, que je ne suis pas là pour faire des rondes jambes avec les jolies femmes que monsieur le directeur général de la caisse de prestations sociales a eu la bonté de baiser. À Paname, Hubert, fort généreux, structure sa vie nomade en l'installant au 6e étage du 14 rue Rémusat, un vaste 3 pièces moderne proche du pont Mirabeau, dont la cuisine équipée aurait fait rêver toute ménagère sortie d'une réclame des années 60. Une chambre, un vaste salon en large baie vitrée que Barbara sent presque de masquer de tentures opaques. Et une salle de bain dont la baignoire la laisse rêveuse. À Drouot, chez les antiquaires, elle s'offre quelques jolis meubles, s'achète son premier rocking chair, une multitude de bracelets d'argent, des bijoux anciens de jais des années folles, ramène de larges bouquets de fleurs qu'elle dépose sur le piano. Devant sa porte, des admirateurs commencent à affluer, l'attendent des heures durant dans la cage d'escalier, s'endorment sur son paillasson
espère un autographe, un mot, un sourire, une photographie, voler une part de ce mystère qui n'en est peut-être pas un. La générosité de son amant ne se limitera pas à l'achat de l'appartement qu'il finit par mettre à son nom 18 mois après leur rencontre. De leur déchirure, de leur retrouvailles, de leur absence, de leur complexité, ils écrivent à deux mains, dit « Quand reviendras-tu » entre mars et octobre 1961. Il n'en revendiquera jamais ni l'écriture ni les royalties. Mieux, il les lui cédera. Qu'elle eût davantage besoin que moi de ses éventuelles retombées financières était à mes yeux une évidence. Durant leur relation, Barbara lui écrira plus de 200 lettres. À partir du début de 1962, Barbara loue pour sa mère un studio dans le même immeuble. Esther y restera jusqu'à sa mort, le 6 novembre 1967. Elle évite en revanche ses frères et sœurs qu'elle ne reçoit même pas dans sa loge quand ils assistent à ses récitals. Hubert ne reviendra pas, mais sous d'autres cieux, devant d'autres publics, un nouveau triomphe attend la chanteuse en 1964. Lorsque Hans-Günther Klein, jeune directeur d'un théâtre alternatif ouvert depuis 1957, le Junges Theater, modeste salle de 140 places assises, l'invite à venir à chanter à Göttingen, ville universitaire de Basse-Saxe, elle refuse catégoriquement. Je trouvais déjà formidable qu'ils me connaissent. L'Allemagne est encore une douleur sourde à laquelle elle n'a jamais pensé trouver ni chercher remède. Le pays est encore à son cœur une griffe. Finalement, elle se laisse convaincre, prend un train, et le samedi 4 juin 1964, arrive dans cette jolie ville aux maisons à colombages, autrefois largement épargnée par les bombardements. À peine arrivée au 19 Geismarlandstrasse, Barbara est fort contrariée. On lui avait promis un piano à demi-queue dans le contrat signé au mois d'avril précédent. C'est un piano droit orné de 2 candélabres qui occupe la scène. Le prétexte est tout trouvé. Barbara refuse de chanter, empêtrée dans ses maniaqueries et ses caprices. Mais il en fallait davantage pour décourager le directeur du théâtre, prêt à tous les mensonges pour que sa vedette lui fasse confiance et honore son contrat. Les déménageurs de piano sont en grève, selon lui. Qu'importe. Un groupe d'une dizaine de jeunes adolescents arpente la ville et déniche chez une vieille dame un Steinway qu'elle est toute disposée à mettre à leur disposition et qu'ils transportent joyeusement à travers les rues. Cette fois, l'interprète ne peut se dérober. Un sourire revient sur ses lèvres qu'elle maquille avec soin d'un rouge éclatant. Le soir même, après un retard de 90 minutes sur l'horaire annoncé, le triomphe la transporte. Elle accepte de rester 8 jours et joue à guichet fermé à raison de 2 tours de chant chaque soir, le premier à 20h15, le second à 22h. La nuit, elle partage le lit de Hans-Günther, s'endort d'une main fouillant sa barbe. Le jour, elle se promène dans la ville, visite la demeure des frères Grimm, autrefois professeurs à l'université de la ville, dont elle ne sait plus si, dans le désordre de son enfance, elle a lu les contes. Blanche-Neige, Cendrillon, La Belle au bois dormant, Hansel et Gretel, Le Petit Chaperon rouge et autres œuvres par dizaines. Dans les jardins du théâtre, elle se laisse aller à la rêverie estivale, regarde d'un air distrait les mères pousser des landaux où dorment des poupons joufflus, regarde courir les enfants aux cheveux clairs, écoute leurs rires. Son esprit vagabonde, elle se sent presque heureuse, légère. Sur son carnet, les paroles courent d'elles-mêmes, un refrain se dessine, les couplets s'enchaînent naturellement. Il s'est passé tellement de choses magnifiques que pour dire merci, j'ai écrit Göttingen. Le soir venu, elle chante le brouillon de sa chanson devant un public en larmes. Deux ans plus tard, elle est à Hambourg pour enregistrer en allemand avec 9 autres de ses chansons traduites par un admirateur. Walter Brandin, seul opus en langue étrangère de sa carrière, aidé de Marichet à entrer à son service 2 ans plus tôt. Le 4 octobre 1967, elle revient chanter à Göttingen. Hans-Günther a fait les choses en grand et loue une salle de concert d'une capacité de 1500 sièges et un piano à la hauteur de l'événement. À Paris, Barbara s'est réveillée avec une grippe qui l'a terrassée.
Sa voix est inaudible. Elle prend pourtant l'avion et gagne la ville en voiture, accompagnée de Michel Goderet à la contrebasse et Roland Romanelli à l'accordéon. Il pleut, elle fait fi de la pression, sourit à la presse sous son parapluie de plastique transparent. À 2 reprises, le médecin lui fait des piqûres durant le spectacle. Elle déclame Göttingen en français, puis en allemand. La salle est en émoi. On refuse de la laisser partir. Barbara sur le show jusqu'à la dernière minute et plus encore, s'adonne à la séance des autographes, des embrassades, des déclarations d'amour, de ses mains tendues qui tentent d'arracher un bout d'âme de cette pitié plus grande que nature. À la porte de l'hôtel, elle s'effondre et se laisse porter jusqu'à son lit. Elle ne retournera en Allemagne qu'une seule fois en 1972 pour y chanter l'Aigle Noir au château de Louis II de Bavière à l'occasion d'un hommage télévisé au peintre Luc Simon dont elle avait été la maîtresse au début des années 60. Hubert, soucieux de la protéger le temps qu'il organise pour revenir en France, avait envoyé le peintre d'Abidjan afin de la surveiller et de la distraire sans se douter qu'elle deviendrait amant. Barbara aimait les hommes et ne cachait pas en avoir connu beaucoup. Hubert ne lui connaît que peu d'aventures homosexuelles, bien que certains aient voulu faire croire qu'elle refoulait ses préférences. C'est faux, j'ai en entendu parler. Elle a eu quelques aventures avec 1 ou 2 femmes, mais ce n'était pas sa nature. Je n'ai aucun doute là-dessus. L'Allemagne n'oubliera jamais Barbara et cet hommage inattendu, presque né accidentellement dans un jardin où les rosiers en fleurs lui ont inspiré l'une de ses œuvres majeures que le pays considère comme un armistice intemporel, un hymne de réconciliation entre 2 nations blessées. En 1988, devenue à son corps défendant un symbole de paix et d'amitié, elle recevra la médaille d'honneur de la ville et l'ordre du mérite fédéral. À la suite de son décès le 24 novembre 1997, la ville fait porter un bouquet de roses sur sa tombe à chaque date anniversaire de sa disparition. Depuis 2002, la chanson est inscrite au programme des classes primaires et élémentaires, et une rue inaugurée le 22 novembre de cette même année porte son nom au sud de la ville. Sur la façade de briques de l'ancien Junggestheater, une plaque rappelle qu'elle y a chanté et composé cette chanson devenue culte. Hans-Günther Klein, décédé précocement le 4 septembre 1982, a lui aussi reçu la médaille de la ville à titre posthume. Le 22 janvier 2003 à Versailles, l'espace d'un instant, le chancelier Gerhard Schröder, alors étudiant à Göttingen lorsque Barbara s'y prodigie, en fredonna les dernières paroles. « Oh, faites que jamais ne revienne le temps du sang et de la haine, car il y a des gens que j'aime à Göttingen. À Göttingen. » Récipiendaire d'un lourd bagage trop lourd à porter, Marichel lui parle à son tour de son enfance marquée par un père collaborationniste. Barbara l'écoute avec bienveillance et n'en parlera jamais à quiconque. 4e et dernier enfant, elle est la sœur de la chanteuse Anne Sylvestre. Marie naît à Lyon en 1942. Leur père, Albert Bograt, est le bras droit de Jacques Doriot, fondateur du Parti populaire français, avec laquelle il partage pourtant peu de points de vue en commun. Doriot pousse le cynisme à lui déclarer « Que tu n'aimes pas les Allemands est un fait sentimental. On ne te demande pas de les embrasser. Mais un fait réel, c'est qu'ils nous ont battus et qu'ils occupent le pays. » Pétain ne l'apprécie guère, au point de le faire expulser de Vichy à la première occasion. Mais il fait forte impression sur Hitler qu'il rencontre en uniforme de sous-officier de la Wehrmacht. Lors de la débâcle, son fils parti se réfugier avec lui en Allemagne meurt lors d'un bombardement des Alliés. Doriot lui-même meurt dans des conditions troubles, sans doute assassiné par les Allemands. Par opportunisme, Albert Bograt se rapproche alors des services spéciaux américains et français qui lui évitent certainement la peine de mort. Arrêté et conduit à Fresnes, condamné à la prison à perpétuité en 1948, il est finalement libéré en 1955. Marichel n'oubliera jamais ses visites au parloir, les moqueries à l'école. Elle se souvient aussi de l'amour dans lequel elle a grandi malgré les circonstances. Nous avions autour de nous un vrai mur d'amour. Maman, bien sûr, et Juliette la bonne, une femme merveilleuse, arrivée chez nous en 1937 et devenue un membre à part entière de la famille. Après la guerre, alors qu'on ne pouvait plus la payer, elle est restée en disant « Si je m'en vais, qui s'occupera des enfants ?» Puis Marie a commencé à écrire, une forme d'exorcisme dont elle n'a pris conscience que longtemps après. Sa sœur Anne, de 8 ans son aînée, se rappelle de cette infamie, de son incapacité à parler de cette période de sa vie. 8 ans de différence, c'est énorme. Ce que Marie décrit, je ne l'ai pas vécu de la même façon.
Quand elle m'a finalement parlé de son livre, j'ai été terrorisée, prise d'une panique terrible. Je me suis sentie démasquée. Depuis toujours, même si je montais sur scène, j'avais un secret, honteux. J'étais sûrement idiote de penser pouvoir le cacher. D'ailleurs, pas mal l'ont su et m'ont mis des bâtons dans les roues. Mais je me serais fait couper en morceaux plutôt que de le raconter. Il n'y a qu'avec les amis que je me sentais obligée de le confesser, sans jamais savoir s'ils allaient continuer à m'aimer. L'affront, le déshonneur, faisaient partie de son existence. Même le chagrin était illégitime puisqu'on était du mauvais côté. Je n'avais pas le droit de pleurer mon frère. On me disait « Vous ne l'avez pas volé !» Je me rappelle un garçon à qui j'avais confessé la chose et qui m'avait largué en disant « Moi, j'aime mon pays ». Anne, toujours, raconte comment le livre de sa sœur l'a bouleversée et instruite sur leur histoire qu'elle n'avait jamais osé fouiller de peur de ne pas revenir de ses abysses. Notre frère Jean, je l'ai toujours attendu. Et le départ de papa avait été un arrachement. À 10 ans, j'avais eu le temps de le connaître et de l'aimer. En 1948, au moment de son procès, j'ai été mise en quarantaine à l'école. Avec toujours ce crève-cœur à la fin du parloir quand toi, la petite, tu avais le droit de l'embrasser et pas moi, parce que j'étais trop grande. Lorsqu'il est revenu 10 ans plus tard, je ne lui ai pas posé la moindre question. Je voulais lui foutre la paix. Si maintenant je le tenais là, je lui dirais « Mais qu'est-ce qu'il t'a pris d'être aussi con ?» Marie se souvient de leur première rencontre. La première fois que je l'ai vu, je dis « Bonjour, monsieur ». Mon père vivait derrière les grilles. Je ne l'avais jamais connu ailleurs. J'avais 2 ans quand il est parti en Allemagne. J'étais jeune. Pour moi, Fresnes, c'était presque une excursion. Elle mettait son ours en peluche dans un fauteuil qui avait des barreaux en disant « Je vais voir mon mari ». Quand elle avait tenté d'écrire une chanson, Marie avait connu un rejet brutal. « Vous n'avez pas le droit de parler au nom d'un juif. Non seulement vous ne l'êtes pas, mais en plus vous êtes la fille d'un collabo. » Les 2 sœurs ont continué chacune à sa manière à porter le fardeau de ce père qui, chaînon monstrueux pour l'histoire, est demeuré leur père vaille que vaille. Anne a cru que dans l'écriture, elle trouverait un exutoire, mais elle se trompait. On creuse toujours autour du même trou et ça reste très difficile, même 60 ans après. On doit aller à la pêche. Il y a des algues et de la vase. C'est une ambivalence permanente. Je n'arrive pas à me défaire, d'une culpabilité. Ce n'est pas juste d'en vouloir aux enfants que nous étions, mais je n'arrive pas non plus à trouver cela injuste. Je le comprends. Pour un peu, je trouverais même ça légitime. Tant que les victimes de la guerre continueront à souffrir, on continuera à être coupable. De son côté, Marie en est arrivée aux mêmes conclusions. On n'est jamais quitté de ce passé-là. Pour mon dernier livre, L'été du sureau, en 2005, il m'est revenu en pleine face. J'ai reparlé de mon père, de ma mère, de mes frères. Dans toute cette famille, certains s'en sortent très bien et d'autres pas du tout. Je crois qu'on s'en est finalement pas mal sortis. On aurait pu devenir folle. J'en connais d'autres. En travaillant pour Barbara, Marie a connu la crainte de lui avouer son histoire. Un jour, elle a voulu que je lui parle de ma famille. Je me souviens m'être senti très mal et de lui avouer tout cela. Mais elle m'a dit « Échangeons nos morts, ils sont tous pareils. » Barbara n'a jamais cautionné ce que les journalistes voulaient lui faire entendre dire sur la genèse de ses créations. Moi, je n'ai jamais pensé que la chanson, c'était prendre conscience de quoi que ce soit, ou qu'on refaisait le monde avec des chansons. Alors quand on me dit « Vous faites des chansons engagées », j'ai honte, parce que je ne fais pas de chansons engagées. Ou quand on me dit « Vous n'en faites pas », je n'en ai pas honte non plus, car je n'en fais pas. Je fais des chansons d'amour. Göttingen, c'est une chanson d'amour. Merci à tous pour votre écoute. Nous espérons que vous avez apprécié ce moment. Nous vous donnons rendez-vous très prochainement pour une nouvelle histoire. À très bientôt.